Ça y est, c'est maintenant, on y est, tout le monde va enfin acheter des Google Pixel. Bon. Je m'emballe peut-être un petit peu, mais quand même, les nouveaux smartphones de Google, ils ont de sérieux arguments. On a pu prendre en main les Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL et 10 Pro Fold, c'est long à dire, et franchement, ça donne envie. Bon, alors quand je dis prise en main, attention, il faut que je sois honnête avec vous, c'était pas tout à fait les conditions de prise en main auxquelles je suis habitué. Pour la faire très courte, normalement, chez n'importe quel constructeur, quand on découvre des produits en avant-première, on a déjà un certain temps avec les produits pour les manipuler et surtout, on peut déverrouiller les smartphones et aller dans les paramètres, etc., découvrir, manipuler le smartphone vraiment comme un produit. Là, pour les Pixel 10, on avait une heure très strict, on dépasse pas. Nous, les smartphones qu'on avait dans la main, il y avait un code qui nous empêchait d'accéder, on va dire, à l'intérieur du smartphone. Et du coup, je peux vous parler du design pour vous donner mes ressentis, mais pas tant encore de l'expérience logicielle. Et vous allez voir, c'est important pour cette vidéo. Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce design? Tout simplement que Google ne change pas, une équipe qui gagne. Le Pixel 10 classique ressemble beaucoup au Pixel 9 classique. Pareil pour le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL et le Pixel 10 Pro Fold. Et oui, j'ai réussi à dire tout ça sans bégayer. Et vraiment, ces nouveaux smartphones Pixel ressemblent tellement à la génération précédente qu'on s'est même demandé si les coques des Pixel 9 pouvaient pas resservir pour les Pixel 10, ce qui serait soit extrêmement rare, soit carrément inédit dans le marché des smartphones. Alors attention, on n'a pas testé, c'est pas une garantie que je vous donne, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on va tester lorsqu'on aura reçu les smartphones à la rédaction, parce que ce serait une bonne nouvelle quelque part. Si vous avez un Pixel 9, maintenant un Pixel 10, vous utilisez la même coque. Ce serait bien. Et pour le coup, je pense que Google a raison de continuer de miser sur ce design, notamment parce qu'il est quand même bien reconnaissable. Quand vous voyez cette barre là, vous savez que vous avez un smartphone Google sous les yeux. Et en plus de ça, il y a des chiffres récents qui montrent que les ventes de Google Pixel en Europe ont bien progressé. Alors attention, on est quand même très loin des niveaux de Samsung, Apple et Xiaomi, mais quand même des signes positifs pour Google, alors que jusqu'à présent, les ventes de Google Pixel restaient assez anecdotiques. Et côté prise en main, moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié avoir ces Pixel 10 dans la main. Alors ce que je dis là, ça vaut surtout pour le Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL, les smartphones classiques, parce que le Pro Fold, on verra un petit peu après, il y a encore 2-3 petites choses qui mérite, je pense, amélioration. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce que propose Google, c'est qu'on en a un peu pour tous les goûts. On a les petits smartphones avec Pixel 10 et la variante Pixel 10 Pro. Mais pour celles et ceux qui veulent vraiment le grand écran confortable, malgré le fait que ça peut être un peu plus encombrant, on a aussi le Pixel 10 Pro XL. Et du coup, voilà. Chacun va un peu choisir ce qu'il veut. Et petit spoiler alerte, je trouve que cette année, le plus intéressant des 4 modèles, c'est le Pixel 10 classique, donc le moins cher. Vous allez voir pourquoi un petit peu plus tard. Pour ce qui est du Pixel 10 Pro Fold, il y a des choses intéressantes, en tout cas sur le papier. C'est le premier smartphone pliable au monde à avoir ce niveau d'étanchéité à la poussière. Il est certifié IP68. On a une charnière qui nous promet officiellement, selon le discours marketing de Google, plus de 10 ans de pliage et dépliage. Mais en termes de design, Google n'est pas aussi audacieux, ne va pas aussi loin que des concurrents comme le Z Fold 7 de Samsung ou le Magic V5 de Honor, avec cette finesse qui est quand même très agréable sur des smartphones pliables. Et du coup, sur le Pixel 10 Pro Fold, quand on referme le smartphone, on a encore quand même quelque chose d'assez épais qui fait un peu brique entre guillemets. Alors je suis un peu méchant, c'est surtout que comparativement aux derniers smartphones pliables qui ont animé l'actualité, celui-là, on sent qu'il est encore sur un design un peu passé maintenant. Et autre point qui renforce un peu cette impression, c'est que quand on ouvre le smartphone, on a encore quand même de grosses bordures autour du grand écran. Voilà, ça manque un peu de ce côté raffinement que d'autres marques commencent à proposer. Je ne doute pas que Google va y arriver dans 1, 2 ou 3 ans, mais le fait est que maintenant, il y a ce petit retard en termes de design qui, mine de rien, fait la diff, surtout quand on parle de smartphones qui avoisinent à chaque fois les 2000 €. Et pour finir sur la partie purement design, il y a 2-3 petites choses à savoir sur les finitions. Regardez sur les images, le Pixel 10 classique, il a un dos brillant et des bords satinés. Sur les Pixel 10 Pro et Pro XL, on a un dos mat et des bords brillants. Et enfin sur le smartphone pliable, le Pixel 10 Pro Fold, c'est dos mat et bord mat aussi, bord satiné. Quel que soit le modèle que vous prendrez, il aura les bordures plates, donc c'est vraiment dans l'air du temps, à la iPhone, j'ai envie de dire, c'est le design un peu que tout le monde retient, et Google suit la mode un peu, j'ai envie de dire, comme tout le monde. Maintenant, il est temps que je vous explique pourquoi je disais que le Pixel 10 classique était le modèle qui m'intéressait le plus cette année. Tout simplement parce que, enfin, sur son smartphone le plus abordable dans le haut de gamme,
Google propose un téléobjectif, un vrai téléobjectif, zoom optique, etc. Et oui, cette année, le Pixel 10 classique, il a un zoom x5 optique, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à un grossissement optique x5, et le zoom numérique, lui, va jusqu'à x20. À titre de comparaison, le Galaxy S25 de Samsung, il a un zoom optique x3, et l'iPhone 16 d'Apple, il a même pas de zoom optique. Donc ça déjà en soi, c'est une très bonne nouvelle à mes yeux, d'autant plus que Google n'augmente pas le prix de ses Pixel 10. Donc là, on a un Pixel 10 qui vient se rapprocher des gammes Pro sans augmenter le prix. Franchement, c'est bien et surtout, ce n'est pas la seule bonne nouvelle. Alors attention par contre, sur cette partie photo, si en termes purement optiques, la configuration photo du Pixel 10, c'est la même que celle des Pixel 10 Pro. Les capteurs derrière, c'est vraiment pas du tout la même qualité, la même définition, etc. Et même d'ailleurs sur les Pixel 10 Pro, on peut aller jusqu'à un zoom numérique x100, ce qu'on n'a pas du tout sur le Pixel 10 classique. Mais encore une fois, il faut bien une différenciation entre le modèle classique et les modèles Pro. Google, ça joue, pas de souci. Et pour en revenir aux bonnes nouvelles, l'autre nouveauté qui me hype vraiment beaucoup sur tous les modèles de cette gamme Pixel 10, c'est qu'ils sont compatibles MagSafe. Entre guillemets. Je dis MagSafe, mais c'est entre guillemets parce que c'est le mot que tout le monde connaît pour désigner cette technologie, mais plus techniquement, en fait, les Pixel 10 sont compatibles Qi 2. Ça veut dire quoi? Tout simplement que ces smartphones, quand on va les recharger sans fil, on va avoir des accessoires beaucoup plus pratiques parce que là, non seulement ils se rechargent sans fil, mais on a aussi des aimants dans le smartphone pour coller à des accessoires. Et comme c'est une norme universelle, c'est la même taille et la même disposition que pour les iPhones, donc tous les accessoires MagSafe des iPhones vont pouvoir fonctionner sur ces Pixel 10. Et ce sont les premiers smartphones Android d'une marque majeure à proposer cette technologie parce que côté Samsung avec les S25 par exemple, on avait du Qi 2 ready. En gros, pour que ça fonctionne, il fallait mettre une coque spéciale, il n'y avait pas d'aimant dans le smartphone directement. Google, eux, ils disent non, nous on veut pas de ça, nous on a la vraie techno, on est Qi 2, il n'y a pas de... voilà. Donc là vraiment avec ces Pixel 10, jamais on a eu un smartphone Android aussi proche d'un iPhone et surtout pour être plus sérieux, ça ouvre la possibilité à tellement d'accessoires, tout ce qu'on a vu se développer autour de MagSafe, notamment pour la voiture, pour les tables de nuit, pour avoir un réveil un peu plus pratique, etc. Pendant que le smartphone charge sans fil, et là les Pixel 10, ils y ont accès. Donc vraiment, il y a de quoi être enthousiaste quoi. Alors attention, Google évidemment ils reprennent pas le nom MagSafe, ça c'est vraiment Apple. Ils vont pas trop mettre en avant je pense le mot Qi 2 parce qu'il est moche ce mot, juste pour ça. Donc le mot marketing, je vous le donne, au cas où il va prendre, je ne sais pas, c'est Pixel Snap. Voilà. Pour ce qui est de la partie logicielle, comme je vous l'ai dit, tout ce que j'ai pu faire c'est prendre en main des smartphones verrouillé. Donc j'ai pu admirer les fonds d'écran des écrans verrouillés, choisis par Google, et m'amuser un petit peu avec le panneau des paramètres rapides. Mais fun fact, en soi pas si fun, c'est que certains des modèles qu'on pouvait prendre en main tournaient déjà avec la nouvelle interface d'Android 16, donc Material 3 expressive, et dans le panneau des raccourcis, il y avait déjà quelques petites animations qu'on pouvait voir et qui donnent un petit peu le ton de l'orientation graphique que va prendre Android 16. Parce que l'Android 16 existe déjà en version stable sur quelques smartphones, mais on a encore le design des précédentes générations, alors que Material 3 Expressive, ce coup de frais, ce coup de neuf dans le design d'Android, arrive début septembre. Ce que vous devez retenir là maintenant, c'est que vraisemblablement, les Pixel 10 auront bien Material 3 Expressive avec Android 16 dès la sortie. Donc bonne nouvelle pour découvrir ce nouveau design un peu plus fantasque d'Android 16. Et au passage, on a évidemment toujours les 7 ans de mise à jour chez Google. Du coup, c'est aussi bien les mises à jour majeures d'Android que les patchs de sécurité. Et au cœur de cette expérience logicielle, il y a évidemment une chose que Google va particulièrement mettre en avant, c'est l'intelligence artificielle. On l'a encore vu à la dernière Google I/O, Gemini devient encore et encore plus intelligent. C'est vraiment le gros morceau, le gros focus de Google, presque plus important que Android lui-même. Et là, la grosse nouveauté pour les Pixel 10, c'est que cette IA, évidemment, va être disponible sur les smartphones, mais qu'en plus, on a une puce qui est spécialement conçue, spécialement pensée pour faire tourner ces expériences d'intelligence artificielle. La puce, c'est le Tensor G5 de Google, et Google précise d'ailleurs qu'elle a été co-conçue avec les équipes de DeepMind. DeepMind, c'est l'entreprise de Google qui est vraiment spécialisée IA. Alors évidemment, lors de notre test complet, on s'amusera avec la vingtaine d'expériences IA que nous promet Google sur ces Pixel 10, mais on a déjà pu en apercevoir quelques-unes. Alors désolé, je vais commencer avec la fonction IA qui m'a le moins convaincu,
Elle s'appelle Coach Photo. En gros, vous êtes dans l'application appareil photo et vous voulez capturer une scène devant vous, mais vous n'êtes pas exactement sûr de comment vous y prendre. Est-ce que vous allez faire un portrait, un truc paysage plutôt, etc. Vous savez pas, vous demandez directement à l'assistant IA, donc vous activez Gemini. Gemini va voir la scène et va vous donner étape après étape des suggestions. Pourquoi pas, hein, c'est intéressant. Gemini sait assez bien reconnaître le monde devant lui à travers la caméra du smartphone, donc pas de souci là-dessus. Ce qui m'a pas trop convaincu, on va dire, c'est le fait que ça a l'air de prendre des plombes. Parce qu'à chaque étape, en fait, Gemini va vous expliquer, bah là, vous allez devoir cadrer comme ça. Ah bah super. Maintenant, mettez-vous peut-être au niveau des yeux de la personne que vous photographiez. Ok, je fais. Étape suivante, jusqu'à que vous allez appuyer sur le déclenchement de la photo. Bah en fait, il peut y avoir plein d'étapes. Et c'est long. Donc si vous voulez prendre en photo des enfants en bas âge ou des animaux, qui ne sont pas les créatures les plus dociles, les plus statiques, et ben vous avez 1000 fois le temps de voir la scène complètement changer, voire disparaître devant vos yeux, le temps de suivre toutes les étapes de Gemini. Donc je trouve ça pas forcément ultra pertinent. C'est vraiment la démo qui m'a le moins convaincu, mais c'était une démo. Peut-être que dans la vraie version, quand les smartphones seront disponibles, on aura peut-être quelque chose de plus efficace, plus rapide, plus agile. Je vous dis ça pour laisser le bénéfice du doute, mais je vous avoue que j'y crois pas trop. Autre nouveauté IA qui concerne la photo aussi, alors là ça va plutôt être une évolution d'une fonction pratique. Je sais pas si vous vous rappelez de Meilleur Prix, c'était une fonction IA qui permettait de prendre le meilleur visage d'une personne sur une série de photos. Comme ça, quand vous faites une photo de groupe, bah, vous êtes sûr que tout le monde sourit face caméra. Et il va faire tout ça en arrière-plan. Vous n'avez pas besoin d'aller trifouiller dans les options ou quoi que ce soit. Et il va vous proposer donc la meilleure prise. Ils appellent ça en anglais Auto Best Take. Voilà. En gros, une fonction déjà existante devient automatique. Et finalement, la démo IA la plus impressionnante que j'ai pu voir pendant la session de prise en main, c'est la traduction des appels en temps réel. Alors ça existe déjà chez Samsung par exemple, mais chez Samsung, il y avait un truc un peu pas très naturel en fait dans la conversation. On faisait notre phrase, on attendait, l'IA traduisait, ensuite la personne en face parlait, on attendait, l'IA traduisait, etc. Ça manque de spontanéité, de fluidité. Sur les Pixel 10, il y a beaucoup moins de latence, c'est beaucoup plus fluide parce que pendant qu'on parle, l'IA va déjà commencer à traduire ce qu'on dit. Donc il y a un petit peu de latence entre le début de la phrase évidemment et le milieu où l'IA s'active vraiment. Mais non seulement elle le fait du coup beaucoup plus rapidement pendant qu'on parle, donc ce qui est plus naturel dans la conversation, mais en plus elle limite la voix de la personne. Donc ça renforce ce côté je parle avec une vraie personne en face. Mir geht's gut, danke. Wunderbares Wetter heute in Paris. I love this one. I'm doing well. Thank you. Wonderful weather today in Paris. It really is. It's been such a wonderful trip. How are you enjoying your trip? Et pour le coup, vraiment, c'était bluffant. Là, on a vu deux personnes de Google, une personne germanophone et une personne anglophone discuter de manière quand même très fluide. La conversation, bon, c'était quelque chose de très basique, voilà et tout, hein. Pas du tout dans les conditions réelles, mais la techno en elle-même, franchement impressionnante. Pour le coup, je vois pas mal d'usages utiles avec cette fonctionnalité qui ne viendront pas choquer les gens, j'ai envie de dire, alors que celle de Samsung a un côté un peu « Oh, c'est un robot qui me parle ». Voilà. Bien joué Google. Évidemment, tout ça, on le découvrira un peu plus en profondeur pendant le test complet. Et il y a notamment une des fonctions IA qui m'intéresse pas mal, que j'ai pas encore pu voir en action, c'est la retouche photo à l'oral. C'est vraiment, on active Gemini qui va voir la photo qu'on a envie de retoucher. On lui dit juste, bah, j'ai envie de rajouter, je sais pas, un soleil en haut à gauche de la photo. Il va le faire. On le dit à l'oral, pas besoin de l'écrire, pas besoin de le dessiner ou quoi. Juste parler avec Gemini pour qu'il fasse les retouches photos. À voir si ça s'intègre bien dans le quotidien ou est-ce que ça va être purement gadget. On découvrira ça dans un test complet. En attendant, il faut savoir que beaucoup de ces expériences IA, pas toutes, mais vraiment beaucoup, tournent en local. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de se connecter à Internet, pas besoin de passer par les serveurs de Google pour faire tourner ces fonctionnalités. C'est le cas par exemple de la traduction pendant les appels. Et tout ça, encore une fois, selon Google, c'est vraiment grâce à la puce Tensor G5. Donc cette puce-là, elle va vraiment être au cœur aussi de nos attentions pendant le test complet. Parce que oui, ok, côté IA, je pense qu'on n'aura pas trop de soucis à se faire. Mais côté performance pure et surtout efficacité énergétique, on a vu par le passé que Google pouvait faire mieux en gros. C'était pas catastrophique ou quoi. En termes de puissance, oui, c'est pas les meilleurs, loin de là par rapport à Snapdragon 8 Elite. Mais là, à la limite, je pense que c'est pas ce qui intéresse le plus les gens. Par contre, en termes d'efficacité énergétique, on espère vraiment
bah toujours quelques améliorations ici et là, c'est toujours bon à prendre. Voilà pour le tour d'horizon de ces Pixel 10 qu'il faut savoir grosso modo sur ces smartphones, en tout cas ce que je peux vous en dire là maintenant. Évidemment, il y a encore plein d'autres choses à découvrir pendant les tests complets dès qu'on recevra nos exemplaires de test. Et sachez aussi d'ailleurs que Google n'a pas annoncé que des smartphones, on a aussi une nouvelle montre connectée avec la Pixel Watch 4 et de nouveaux écouteurs sans fil avec les Pixel Buds 2A. Ça aussi évidemment, on va les tester sur Frandroid. Maintenant, il y a évidemment un gros sujet sur lequel je ne me suis pas encore assez attardé, c'est le prix et la disponibilité. Alors déjà, petite bizarrerie niveau disponibilité, nous sommes le 20 août au moment où les produits sont annoncés, il y a une période de précommande qui commence et la commercialisation, ça va être le 28 août pour les Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL. Par contre, pour le Pixel 10 Pro Fold, il va falloir attendre le 9 octobre. Pour les prix des smartphones, sachez qu'à configuration égale, les Pixel 10 coûtent aussi cher que les Pixel 9. Donc ils n'augmentent pas en prix, mais ça reste quand même un certain prix. Du coup, on a un Pixel 10 classique à 899 € pour la version de 128 Go. On a un Pixel 10 Pro à 1099 € pour la version de 128 Go aussi. Pour ce qui est du Pixel 10 Pro XL, on n'a plus la version à 128. Du coup, ça commence à 256 Go et cette version-là n'augmente pas par rapport à l'année dernière. Donc, on a à 1299 €. Et enfin, on a un Pixel 10 Pro Fold 256 Go à 1899 €. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel Pixel 10 vous préférez ou est-ce qu'il n'y en a aucun qui vous intéresse, hein, c'est tout à fait possible évidemment. Moi de mon côté en tout cas vraiment, j'ai l'impression que cette année plus que jamais, Google assume une sorte de statut d'iPhone d'Android. Je sais pas, il y a quelque chose dans l'air qui fait que ces Pixel 10, je pense qu'ils vont rencontrer un certain succès à l'échelle des pixels, c'est pas du Samsung évidemment, mais quand même je leur prédis un certain succès commercial, donc à surveiller. Est-ce que je suis totalement à côté de la plaque ou non, ou est-ce que vous partagez mon avis? Ça aussi n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, notamment sur Twitch, on est en live quasiment tous les jours. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.